Bonsoir à tous. Avec l'énergie Capricorne qui se profile, voici donc le début de la nouvelle année énergétique avec notre nouveau thème annuel, chérir le monde et servir la vie. Et ce soir, nous commençons avec le premier titre et la première partie donc de cet ensemble de 12 conférences avec l'art du vivre ensemble. Dès le départ, entendons-nous bien que l'art du vivre ensemble, il ne s'agit pas du tout d'un ensemble de recettes ou d'un ensemble de moyens, d'un ensemble de trucs pour savoir comment est-ce qu'on va réussir à vivre ensemble. Il ne s'agit surtout pas d'une méthode, ce n'est pas du tout qu'un ensemble de recommandations pratiques. Ça, on laisse de côté. En fait, l'art du vivre ensemble, comme on va le voir, c'est le résultat d'une attitude globale vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la vie. Et comme on va le voir, c'est en apprenant à chérir le monde que nous allons approcher l'art du vivre ensemble. Maintenant, chérir le monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par monde? Qu'est-ce qu'on va chérir? C'est intéressant de voir que le monde, c'est un mot qui vient du latin mundus, qui veut dire propre, épuré. Par exemple, lorsqu'on va éplucher, lorsqu'on va épurer une céréale, on va la monder. C'est l'orge mondée. Ben c'est ça, c'est le monde, ça veut dire l'épuration. Donc lorsque ce mot est employé, mundus, c'est vraiment que ça veut dire que c'est quelque chose qui est élégant, qui est rangé, qui est propre. C'est pour ça qu'à l'inverse, quand c'est pas propre, quand c'est pas rangé, quand c'est moche, c'est immonde. Donc ça paraît surprenant, mais immonde est le contraire de monde. Le monde va donc désigner, comme son confrère cosmos en grec, tout un ensemble de choses qui sont ordonnancées. Les anciens avaient désigné comme étant l'univers tout ce qui était en rapport avec un ordre, excluant ainsi tout appel au hasard. Donc que ce soit cosmos, qui veut dire ordre, que ce soit monde, qui veut dire rangé, épuré, ce sont finalement les deux mots en latin et en grec qui ont servi à définir comme ça le monde dans lequel nous vivons et qui définissent que de toute façon, que ce soit un mot ou l'autre, c'est rangé. C'est pas n'importe quoi. Tout est ordonné, que ce soit grand ou petit. Donc ça, c'est déjà première approche de ce qu'est le monde. Ensuite, on peut dire que ça peut être l'ensemble des choses et des êtres créés. Donc c'est elle qu'on peut le voir d'une manière beaucoup plus vaste, l'ensemble des choses et des êtres créés, et peut-être que ça peut complètement dépasser même notre système planétaire, ou pourquoi pas notre système solaire. Et pourtant c'est intéressant de faire un tour du point de vue de l'utilisation de ce mot « monde ». Parce que si on l'emploie ici, chérir le monde un petit peu dans ce sens-là, il est bien évident que ce n'est pas forcément uniquement dans ce sens-là qu'on va pouvoir donc le percevoir. En effet, par exemple, si on le voit déjà comme quelque chose qui est très vaste, on peut le retrouver à travers des expressions comme ben voilà, ça se passe comme ça depuis que le monde est monde, ainsi va le monde, ou bien quand on dit il faudrait refaire le monde parce que ça va pas, aller vers le monde d'après, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est aussi la planète Terre, le monde. Par exemple, courir le monde, aller jusqu'au bout du monde. Et puis c'est tout simplement ben, la Terre sur laquelle on vient au monde, sur laquelle on met au monde, jusqu'à ce qu'on quitte ce bas monde pour aller vers l'autre monde. Et puis, c'est aussi la communauté des personnes. Donc, on voit, il y a du monde. Il n'y a pas assez de monde. Il y a beaucoup trop de monde dans le monde. Il y a des personnes qui aiment le monde dans son ensemble, mais qui n'aiment pas du tout quand il y a du monde. Et c'est pas contradictoire. Le monde en tant que foule, c'est encore donc quelque chose qui est bien là. Et puis, on pourrait dire, par exemple, que par rapport au titre de ce soir, chérir le monde et l'art du vivre ensemble, il y a des gens qui pourraient dire « Oh, l'art du vivre ensemble, oui, mais pas avec tout le monde, hein. C'est pas possible avec tout le monde. Parce qu'il y en a quand même qui se foutent du monde. Non mais il faut voir dans quel monde on vit. Non mais c'est un monde quand même. » Effectivement. Du coup, on pourrait déduire qu'il faudrait mieux être comme tout le monde, monsieur et madame tout le monde, et puis comme ça, on ne se fait pas remarquer et tout va bien. Et puis si on rétrécit, on pourrait même dire que finalement, bah, ça correspond à nous. Voilà. Rien qu'à nous, notre petit monde, chacun dans son monde. Alors chacun vit dans son monde, alors qu'on vit bien, on vit mal, etc. Mais chacun est un petit peu dans sa bulle. C'est comme si finalement les différents mondes, ce sont toujours des bulles cohérentes, des bulles ordonnées, qui ont leur propre logique interne. Et qu'elles soient petites ou grandes. Ce sont des ensembles et finalement ces mondes s'imbriquent complètement les uns dans les autres comme des poupées russes. Du coup, bah nous, c'est évident qu'on vit complètement dans de nombreux mondes en même temps et en fractal.
Notre monde, rien qu'à nous, dans notre petit monde intérieur, fait partie du monde autour de nous, le monde environnement, le monde de la famille, qui fait partie du monde social, qui fait partie du monde professionnel, qui fait partie du monde de pays, etc., 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 jusqu'éventuellement très loin. Et on est capable finalement d'avoir une partie de nous-mêmes à l'intérieur de chacun de ces mondes. Donc on peut vivre vraiment plusieurs mondes en même temps, jusqu'au grand monde, l'organisme global qui inclut tout. Bon, tout ce que je viens de vous raconter, ça peut sembler amusant pour dire « oh, c'est rigolo, toutes ces exceptions du beau monde », mais sans grand intérêt par rapport à notre sujet. Mais quand même, ça met en lumière déjà à quel point nous avons tous des conceptions différentes, y compris avec des mots apparemment aussi simples que le monde, qui est utilisé absolument à toutes les sauces. Mais c'est important, vous voyez, de voir un petit peu toutes ces exceptions, parce que avant de parler de chérir le monde, il est bon de percevoir ce qu'on entend les uns et les autres par le monde, et que donc nous, on va préciser une certaine utilisation de ce mot-là, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être entendues. Alors donc, de quel monde parlons-nous? Pour l'instant, on va se limiter au monde donc, dont nous avons l'expérience, à savoir la planète Terre, et tout ce qui vit en son sein d'une manière visible ou invisible. Mais sachant que ça va plus loin, ce monde planète Terre est inclus dans le monde du système solaire, lui-même inclus dans la constellation, lui-même inclus dans la galaxie, etc., etc. Mais bon, comme on ne peut pas vraiment avoir des expérimentations de tout cela, on va se chercher surtout à se limiter au monde dans lequel nous sommes, donc cette planète. Si on parle du monde dans sa globalité, si on évolue, si on dit, voilà, on va parler justement de chérir le monde dans sa globalité. C'est évident qu'il y a des personnes qui vont dire, moi, alors là, chérir le monde, non, moi, je l'aime pas, ce monde. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah oui, moi j'aime bien ce monde, moi, je chéris le monde. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'on chérit vraiment dans la réalité? On s'aperçoit que souvent, on chérit son couple, ses amis, sa famille, les gens qui nous sont proches, les gens qui nous entourent, qu'on aime. On chérit finalement tout ce qu'on apprécie dans la vie, dans tous les domaines. On chérit nos idées, on chérit nos idéaux, on chérit nos habitudes, nos modes de vie. Enfin bref, on chérit d'une manière générale notre vie, si on veut bien se rendre compte. Et on peut s'ouvrir aux autres. On peut avoir finalement une grande culture, on peut visiter le monde entier, on peut aimer tel pays, tel paysage, telle personne, etc. On peut aimer rencontrer les autres. Si on a beaucoup voyagé, on a des souvenirs plein la tête. Et on a appris plein de choses, vécu beaucoup d'aventures. Mais finalement, si on regarde bien, ce sont autant d'éléments que nous ramenons dans notre vie. Tout ça, finalement, une fois qu'on les a vécus, ça fait partie de notre vie. Et du coup, comme ce sont des éléments qui rentrent dans notre vie, on chérit d'autant plus notre vie qu'elle est riche de tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aime le monde? Non. La plupart du temps, pas toujours, parce qu'on ne va pas généraliser, mais dans beaucoup de fois, ça veut dire qu'on aime bien notre vie qui est tellement riche de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on y a mis et de tout ce qu'on ne cesse finalement d'y ajouter en permanence. Donc on peut se rendre compte que souvent, en réalité, on n'aime pas le monde, on aime notre monde, qui a vraiment une richesse absolument énorme. On peut aussi aimer le monde des autres, d'ailleurs. On peut même l'envier, ce qui n'est pas aimé en réalité. Parfois, on peut croire que le monde des autres est tellement mieux, plus facile ou meilleur que le nôtre. Tout ça pour vous montrer, et cette description pour vous montrer combien souvent nos représentations du monde, en fait, sont matérielles, formelles, événementielles. Tout ce que je viens de vous parler là, c'est extraordinairement événementiel. C'est tout ce qu'on vit dans le monde de la forme. Et c'est tout notre vécu de tous les jours. Et finalement, notre description du monde, elle fait relativement peu appel à la conscience. On décrit relativement peu notre monde comme étant un monde de conscience. Et surtout de toutes les consciences qui sont à l'origine de toutes les formes qu'on rencontre et avec lesquelles on vit justement dans notre monde, y compris de la conscience de la Terre elle-même. Et donc la planète Terre, c'est de ce monde donc, que nous allons parler en tant qu'organisme conscient, avec tous les règnes qui la peuplent, donc tous les terriens qu'il faut concevoir justement dans des interrelations constantes, depuis la plus grande conscience jusqu'à la plus petite. Et surtout, donc, à ne pas concevoir comme une espèce d'addition, de somme de petites bulles qui forment un grand monde, mais vraiment quelque chose qui émane justement de ce grand ensemble. Donc c'est souvent un ensemble qu'il faut concevoir en partant du haut. On rejoint, quand on fait ça, la pensée holistique, qui dit justement que le tout est beaucoup plus que la somme de ses parties. Alors, au sein de ce vaste ensemble qu'est le monde, le défi qui nous est proposé, c'est d'apprendre justement à vivre ensemble. Non pas en tant qu'addition d'individus, en se disant mais comment on va faire tous ensemble, on est tellement différents, comment est-ce qu'on peut réussir à vivre ensemble, mais justement en tant qu'ensemble global,
pas en tant qu'ensemble, qu'individus séparés. Mais est-ce qu'il est véritablement possible de vivre ensemble dans le monde tel qu'il est? Est-ce que pour réussir à vivre ensemble, il ne faudrait peut-être pas d'abord changer le monde? Ouais, c'est vrai qu'il est assez habituel de dire, de penser ou d'entendre qu'il faut changer le monde. Et que nous devons passer au monde d'après, au monde de demain, parce que le vieux monde, ça y est, c'est fini, maintenant il a fait son temps, et bon débarras. C'est intéressant de concevoir qu'il ne faut surtout pas vouloir changer le monde. Ce qui peut surprendre. Non, il ne faut pas du tout vouloir changer le monde. Il faut chercher à montrer son essentialité. Il faut chercher à révéler le monde, pas à vouloir le changer. Et on verra qu'à ce moment-là, si on œuvre justement à le révéler, à montrer ce qu'il est fondamentalement, il y aura toutes sortes de changements qui se produiront, mais en conséquence. Mais que nous, on n'a pas à vouloir véritablement changer les choses. D'ailleurs, quand on dit qu'il faut changer le monde, en fait, c'est quelque chose d'assez limité. On pense surtout à des comportements humains. On pense surtout à certaines manières sociales, économiques, politiques, donc à certains aspects du monde. C'est évident que, en ce moment-là, on parle du monde en le rétrécissant à l'humanité, parce que c'est évident qu'on ne va pas du tout changer le monde des dévas, les minéraux, les végétaux et les animaux. Bon, mais même en ce qui concerne l'humanité d'ailleurs, c'est intéressant de se dire qu'il ne faut pas vouloir la changer, mais de travailler à sa révélation, de voir ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire son rôle créateur sur Terre, intermédiaire entre les consciences supérieures et les autres règnes de la nature. On aura l'occasion d'y revenir longuement cette année. Là, nous posons quelques bases fondamentales sur lesquelles on pourra revenir dans toutes les autres conférences. Donc c'est pour ça que cette année, on verra un petit peu tout ça un peu plus en détail. Là, nous sommes vraiment dans les principes généraux. Pour vous montrer aussi à quel point c'est important de ne pas vouloir changer le monde. On peut faire une comparaison avec nous. Par exemple, c'est important de réaliser que aimer quelqu'un, chérir quelqu'un, c'est l'accepter tel qu'il est. C'est le reconnaître, c'est l'accueillir. Mais on est bien d'accord qu'il faut aussi œuvrer à la révélation de ses potentiels. Mais si on veut le changer d'emblée comme ça, est-ce que c'est véritablement l'aimer? Et pour ça, il faut devenir effectivement de plus en plus impersonnel, se décentrer, et comme on aura l'occasion de le voir bientôt, ne rien attendre. À partir du moment où je n'attends rien, je ne suis pas tenté de vouloir changer l'autre. Ça se passe souvent d'ailleurs dans un couple. Par exemple, quand on se met en couple, on a chacun son idée du couple. On a chacun son but. On imagine le monde couple avec un certain projet. Naturellement, chacun le voit à partir de son propre monde. Et c'est la confrontation. Au début, pas de problème, on mélange bien. Mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément la même vision, le même but du monde couple. Parce qu'on a chacun notre propre vision l'un de l'autre. Et du coup, le risque, c'est de chercher à vouloir changer l'autre pour qu'il se conforme enfin à notre monde, à notre idée. Et puis quelquefois, ça s'aggrave tellement qu'on finit par changer de partenaire. Et puis on va refaire avec un nouveau partenaire avec lequel on risque d'avoir exactement la même problématique parce qu'on va quand même vouloir le changer. Toujours vouloir changer l'autre, c'est-à-dire d'accepter ce qui se passe et d'œuvrer ensemble, là en l'occurrence, c'est pas d'œuvrer tout seul, c'est d'œuvrer ensemble à révéler quelque chose d'autre et de nouveau qui ne correspond pas donc à nos attentes préconçues. Souvent on croit qu'on aime l'autre, mais la plupart du temps on aime surtout l'image que nous nous en faisons. C'est plutôt cette image qu'on crée, qu'on chérit, qu'on entretient, mais c'est pas forcément l'autre tel qu'il est réellement. Et c'est intéressant de voir que c'est exactement ce qui se passe avec le monde. Par exemple, on aimerait changer le monde. Pourquoi? Mais tout simplement pour qu'il corresponde à nos attentes, à nos espoirs. Mais en se comportant ainsi, on ne chérit pas le monde. On chérit nos idéaux et notre image idéale du monde. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On tient tellement à nos idéaux et on chérit tellement qu'on voudrait les appliquer effectivement au monde. Et finalement, en voulant absolument changer le monde, c'est pour montrer que nos idéaux, ils sont vachement bien et qu'on les chérit véritablement. Mais c'est pas ça, aimer le monde. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, si jamais on disposait d'une baguette magique et qu'on puisse réellement changer le monde, comment on le ferait? Évidemment à partir de nos désirs, à partir de nos idéaux, à partir de nos envies, à partir de nos propres conceptions, de nos plans, qui n'ont certainement rien à voir avec le plan propre du monde lui-même.
Donc ce serait effroyable, parce qu'effectivement, on serait capable de créer un monde à notre image. Ce ne serait plus un monde créé à l'image de Dieu, comme on dit quelquefois, non, ce serait au nôtre. Or, il faut bien se rendre compte que quand on veut changer les choses comme ça, quand on veut changer le monde, c'est intéressant de se poser la question, mais au nom de quoi on veut le faire? Au nom de qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on chérit à ce moment-là? Est-ce qu'on est capable de déjà dire, mais ce monde-là, qui est-il fondamentalement? Est-ce que j'ai pris le temps d'entrer en relation avec ce monde pour percevoir ce qu'il est fondamentalement et non pas ce que moi j'ai envie qu'il soit? Donc chérir le monde, c'est le reconnaître tel qu'il est. Mais qui est-il? C'est ce que nous allons développer ce soir à partir de 3 points fondamentaux. Le premier point, c'est que chérir le monde, c'est d'abord comprendre la présence au sein de ce monde d'un but, d'un projet, d'une intention fondamentale. Le deuxième point, c'est que chérir le monde, c'est reconnaître sa qualité essentielle de réseau solidaire. Et le troisième point, chérir le monde, c'est reconnaître qu'il est un chantier école sur lequel nous agissons. Voyons ces 3 points, donc les uns après les autres, un peu plus en détail. Chérir le monde, donc, c'est comprendre la présence d'un but, d'un projet ou d'une intention fondamentale. En effet, le monde est un organisme vivant. Et en tant que tel, il a donc forcément un but, une intention fondamentale. Et c'est ce quelquefois qu'on appelle en ésotérisme le plan ou le dessein. On dit qu'il y a vraiment quelque chose, une intention fondamentale. C'est ce qu'on appelait autrefois les desseins de Dieu. Du coup, par conséquence, nous, en tant qu'humanité, nous avons tous un plan, en rapport direct avec le but de ce monde, dont nous ne sommes finalement qu'un organe. Donc nous avons en tant qu'organe particulier et spécifique, certainement un plan particulier, mais qui dépend avant tout de ce plan du monde. Ça servirait à rien de s'interroger sur nous, humanitaires, en nous disant « Quel est le but de l'humanité ?» Comme ça, dans l'abstrait, relié à rien. Ça n'aurait strictement aucun sens. Et d'ailleurs, personne ne trouve de réponse. Quand on ne le met pas en rapport avec un point global, on dit que c'est absurde. Oui, c'est absurde. Et c'est pareil pour les règnes subhumains, les animaux, les végétaux, les minéraux, ou les règnes qui sont à côté des humains, comme le règne des Devas. C'est pareil, tous sont véritablement des organes de ce grand organisme, et ils ont tous un but fondamental en rapport avec ce grand organisme. Alors il y a des personnes qui disent, oui, c'est vrai que il y a des animaux, des végétaux, voire des minéraux, dont on voit bien le but. Par contre, il y en a, alors là, on ne voit pas du tout le but, on se demande vraiment, franchement, à quoi ils servent. Et là, patatras, on confond tout, on mélange les mots. Il n'y a pas à se demander ça. Le but fondamental des règnes subhumains en tant qu'organe de l'organisme monde, mais ça n'a rien à voir avec l'utilité que les humains leur prêtent ou leur prêtent pas. Nous, quand on parle du but d'un animal, etc., oui, on voit le but, c'est-à-dire pour nous, on voit à quoi ça sert, à quoi il nous est utile. Et puis les choses qui nous sont totalement inutiles et qui ne nous servent pas, on ne voit pas. Bon, et quelquefois même on change d'avis. Quand on dit « les orties, j'en ai marre des orties, ça sert à rien ». Puis on dit « mais si, les orties, c'est très important par rapport à la nature, ça amène ceci ou cela. Et puis tu peux même faire de la soupe d'orties. » Ah bon? Alors finalement c'est utile. Oui, on a beaucoup de choses comme ça qui sont tout simplement en rapport avec notre regard d'humain. Pas du tout décentré. Mais c'est pas ça le but. Le but de tout ce qui vit sur cette terre, le but de tous les organes de ce gigantesque organisme, ils n'ont pas à répondre à notre besoin d'être utile ou pas. Ça n'a rien à voir. Mais c'est normal qu'on ait un petit peu cette confusion. Parce qu'on fait exactement la même entre nous, entre humains. Nous confondons notre but essentiel en tant qu'humanité. On confond notre raison d'être au sein de l'organisme monde avec nos raisons d'être comportementales, tels qu'ils apparaissent finalement au sein de la société. Où là, c'est utile. C'est utile que dans la société, on agisse de cette manière ou telle utile, etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'essentiel, avec le but fondamental pour lequel, en tant qu'ensemble, nous sommes sur cette terre. Et ça, c'est dû à la déformation de la personnalité individualiste qui se donne un but personnel et à partir de là, juge tous les autres buts selon l'intérêt que cela lui apporte ou pas. Et donc à ce moment-là, on peut dire que quand on fait ça, c'est chérir le monde, c'est aimer le monde, mais de la même manière qu'on chérit ou qu'on aime le chocolat. C'est-à-dire d'une manière utilitaire. Là, on se sert du monde. On ne peut pas dire franchement qu'on le chérisse. Il faut donc percevoir combien dans un monde en interaction, chacun sert à tous.
Le but, il émane d'en haut, il émane vraiment de l'organisme global et il est communautaire parce qu'il se distribue comme ça en fractal à travers tout le monde. Et donc chacun contribue à mettre en œuvre le but global, mais avant tout, c'est vraiment quelque chose qui émane d'en haut. Comment définir ce but? Comment définir ce plan? Bon, là, c'est effectivement quelque chose qui est assez difficile et puis qui va être extrêmement variable selon les niveaux de conscience et selon la façon dont chacun d'entre nous, nous travaillons au cours des années, au cours de nos vies, donc à définir ce but. On peut dire que c'est quelque chose qu'on peut approcher dans un premier temps, en ayant une certaine idée, en lisant, parce que parfois, donc, quand on lit des choses sur le projet planétaire, en ésotérisme, on nous dit que le but, c'est d'arriver à associer esprit-matière. Le but du système solaire, c'est de faire que l'esprit et la matière se révèlent l'un à l'autre et que les deux sont un. Et comme nous ne savons pas du tout ce que c'est que l'esprit et la matière, c'est pas forcément quelque chose qui nous parle. Donc on nous dit quelquefois que c'est quelque chose beaucoup plus à notre portée. Le but consiste à amener l'amour, pas l'affectif, mais l'amour unité sur Terre. Et à ce que tout ce qui se vit sur Terre, à n'importe quel niveau, révèle et rayonne totalement l'amour. Bon. Pourquoi pas? Mais en réalité, c'est vraiment à chacun d'entre nous de chercher. C'est à chacun d'entre nous, peut-être à travers ce que l'on sent, et on va voir un petit peu pourquoi et comment on peut le faire tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Comment est-ce que nous, on perçoit ce but? Parce qu'après tout, nous en sommes des représentants, et que peut-être on va pouvoir réussir à percevoir ça. À noter que naturellement, ce but n'est pas un but physique, ce n'est pas un but matériel. On ne nous demande pas de livrer une planète Terre avec telle ou telle réalisation. C'est vraiment un but à comprendre du point de vue de la conscience. Les formes sont utiles, les formes sont même indispensables pour faire évoluer les consciences, mais elles ne sont pas le but du plan. Elles sont simplement un moyen. On en redira un petit mot tout à l'heure. Il faut bien noter que jusqu'ici, jusqu'à il y a un passé proche, il n'était pas évident d'arriver à imaginer un plan visant l'unité, puisqu'on en était complètement en involution. Et que vous savez que le but de l'involution, c'est pas l'unité de tout, c'est l'unité de un. C'est l'individualisme, c'est l'unité qui arrive à ce que chacun se sépare. Donc ça amène dans un monde qui évolue, c'est un monde au séparatisme, à l'individualisme. Allez donc expliquer dans un monde qui pratiquement entièrement fonctionne comme ça, que le but c'est fondamentalement le un de tout. C'est incompréhensible. Si on peut donner une image par exemple, bon, nous, en tant qu'humains, nous avons la capacité de construire des outils. On reproduit une certaine création à notre propre niveau. Et donc, les outils n'ont pas de but, si ce n'est celui qu'on leur confère. Et donc, quand on construit un outil, on lui assigne un certain but, et c'est pour ça qu'on l'a créé. Par exemple, le but du marteau tel que l'humain le confère, c'est tout simplement donc d'enfoncer des clous. Et le but de la tenaille, c'est d'arracher des clous. Mais essayez donc de faire comprendre l'utilité d'un marteau et d'une tenaille à une civilisation qu'on peut imaginer qui ne connaîtrait absolument pas les clous, qui ignore totalement ce que c'est qu'un clou. Comment voulez-vous, même si vous l'expliquez, à quoi peut servir un marteau et une tenaille? Ils n'ont pas le concept imaginé du clou. Ben, on ne peut pas y arriver. Et bien c'est exactement ce qui se passe pour nous en involution. Comment voulez-vous expliquer véritablement ce qu'est l'amour unité fondamentale à des gens qui s'individualisent personnellement et individuellement? Peut-être qu'intellectuellement, ils peuvent y arriver, dire oui, on peut imaginer, mais c'est un concept totalement qui nous dépasse. Ce n'est pas le moment d'en parler. Voilà, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à prendre le sentier de l'évolution, qui commencent à revenir, à passer de l'individualisme vers cette conscience d'ensemble, que maintenant on peut commencer à comprendre réellement ce que ça veut dire, l'unité, l'amour, aller justement vers cet ensemble. Comment chacun peut se réunir pour aller tous ensemble vers ce point-là. C'est seulement maintenant que ça peut véritablement commencer à prendre un sens vécu, autre que simplement quelque chose d'intellectuel. Donc c'est vraiment ça que c'est normal que ce n'était pas facile à comprendre auparavant. Alors on pourrait dire, oui, mais bon, n'empêche que c'est quand même pas évident d'arriver à imaginer ce plan. C'est parce que là aussi, on a tendance à mettre toujours les choses en dehors de nous. L'âme qui est nous-mêmes, déjà on a tendance à la mettre un peu à l'extérieur, donc l'amour de l'âme. Alors le plan qui est dans l'âme. Non, tout ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre beaucoup plus à l'intérieur. Et là, c'est intéressant de voir quelque chose qui peut nous aider à réaliser ça. Certains scientifiques imaginent le monde en tant qu'hologramme. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Un hologramme, c'est une manière de photographier des objets en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on utilise 3 lasers qui photographient l'objet et ça reproduit, quand cet objet est lui-même illuminé par des lasers, ça produit ce qu'on appelle donc un hologramme, c'est-à-dire quelque chose qui est en 3 dimensions.
On espère qu'un jour la télévision en 3D fonctionnera comme ça. Donc on aura vraiment l'impression d'avoir un objet, on peut en faire le tour, on peut voir tous les aspects de cet objet avec cette photo en 3D. Bon, pour l'instant, c'est intéressant, c'est amusant, mais ce n'est pas ça l'essentiel pour ce soir. La particularité qui nous intéresse dans l'hologramme, c'est que tout simplement, chaque petite parcelle, on pourrait dire chaque pixel d'un hologramme, contient l'image totale, contient l'image globale. Ça veut dire qu'à partir de chaque petit point holographique, on peut reconstituer le tout. Bon, ça paraît un petit peu abstrait comme ça, mais prenons un exemple plus concret. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Il y a des verres que vous connaissez peut-être pas forcément, qu'on appelle des planaires. Les planaires, ce sont des petits verres qui mesurent 1 cm de long, quelques petits millimètres de large, et qui sont des verres très très utilisés dans les laboratoires parce qu'ils sont très utiles pour un certain nombre d'expériences. Ils ont donc un certain nombre de caractéristiques, donc par exemple celle-ci, comme pour l'hydre, quand vous coupez un planaire en plusieurs morceaux, eh bien chaque petit morceau va vous redonner progressivement un planaire. Il repousse intégralement. Bon, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cherché même à découper donc des planaires en 280 morceaux, c'est vous dire qu'il n'y a vraiment que quelques petites cellules donc dans chaque petit morceau, et chaque petit morceau redonne l'image du planaire. Comment serait-ce possible si ce n'est que chaque cellule est un processus holographique? Ça veut dire que nous sommes tous des hologrammes. Ça voudrait dire tout simplement que parce que le pixel, on pourrait dire, les petites cellules du planaire contiennent l'image du tout, à partir de cette image du tout, elles peuvent évidemment reconstituer le planaire tout entier. Bon, mais ça c'est physique. Allons un peu plus loin, en restant avec les planaires. Il y a des personnes, donc dans des laboratoires, qui ont conditionné des planaires, donc dans des vases, à repérer un endroit où régulièrement on dépose de la nourriture. Et donc certaines planaires donc, sont conditionnés, dès qu'ils sentent qu'il y a la nourriture, immédiatement tout le monde va à l'endroit où la nourriture se trouve. Et là, ils sont très performants par rapport à ça, à force de conditionnement, par rapport à des planaires nouveaux qui débarquent dans le bocal et qui, eux, ne voient pas ou sentent vaguement la nourriture, mais donc mettent beaucoup de temps à trouver le point. Très bien. On prend des planaires dressés. On les coupe en deux. Simplement en deux. Partie tête avec la bouche et la partie queue. Naturellement, les parties tête continuent d'aller manger. Forcément, hein, ils n'ont pas de queue, mais bon, ils continuent d'aller manger. En attendant que la queue repousse, et donc eux, naturellement, c'est normal, ils ont mémoire donc de l'endroit où aller. Évidemment, les parties queue, dans un premier temps, ne vont pas manger. Très très difficile pour eux. Mais de quoi s'aperçoit-on quand ils ont intégralement repoussé avec la tête et les yeux? C'est qu'ils n'ont absolument pas perdu la mémoire de l'endroit où se trouve la nourriture. D'où cette question subsidiaire qui maintenant échappe complètement à l'aspect matériel. Où est donc stockée la mémoire? C'est que là, on croyait toujours que la mémoire, c'était dans la tête, que la mémoire était donc comme nous, on imagine quelquefois encore que la mémoire en nous, ce sont certains lobes du cerveau, etc. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il faut qu'on arrive maintenant à une conception beaucoup plus holographique de tout. Et que finalement, que ces petits verres nous montrent, c'est que non seulement d'un point de vue physique, chaque petite cellule peut avoir l'image de l'ensemble, mais que peut-être toutes nos fonctions sont comme ça. Et que peut-être finalement, l'amour en nous, le plan en nous, l'intelligence en nous, c'est peut-être pas à certains endroits particuliers, c'est partout, c'est dans tout ce que nous sommes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à voir que cette image que je vous donne d'un point de vue holographique physique, il faut arriver à percevoir que ça existe aussi du point de vue de notre conscience, du point de vue de l'âme. Chacun d'entre nous, en tant qu'âme, est une image holographique du tout. Chacun est un ensemble, chacun est représentatif de la conscience planétaire, de la conscience globale de l'humanité. Et chacun d'entre nous est capable de reconstituer, finalement, cet ensemble. Et c'est précisément ce que nous avons à faire en tant qu'être humain. Du coup, vous voyez, ça change un peu notre vision d'impossibilité de faire un certain nombre de choses et de dire que c'est localisé, donc on n'y a pas forcément accès. C'est de voir que finalement le plan est ancré en nous beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. C'est quelque chose qui nous appartient et c'est quelque chose qu'à partir de beaucoup d'endroits on peut faire. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, comment aller chercher ce plan? Peut-être qu'en nous il y a beaucoup de mémoire répartie un peu partout et qui font que même si on ne l'a pas lu, mais il y a quelque chose en nous, tout porte à croire que il y a un plan, il y a une intention, et on ne sait pas d'où ça vient. C'est pas localisé, c'est pas une place dans mon cerveau. Ah non, c'est peut-être quelque chose dans tout mon être, une espèce de mémoire globale qui dit, mais tout me porte à dire, mais il y a un plan. Alors à partir de là, on s'aperçoit que
c'est pas l'absence du plan qui est problématique, c'est simplement le manque de savoir-faire pour aller le chercher. D'où justement l'importance du développement de la conscience pour pouvoir aller chercher justement ce que représente ce plan. Ce plan, c'est important de voir aussi qu'il a une autre qualité importante. En effet, ce plan, avec cette avancée constante, il est indissociable d'une remise en question perpétuelle. C'est une évolution permanente, puisque tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de ce plan, on bouge. Donc forcément, on ne peut pas faire du surplace. Donc il y a toujours une transformation, il y a toujours donc des morts renaissances, il y a toujours de la destruction. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Nous, à l'humain, on aimerait que les choses restent telles quelles. Mais c'est impossible. À partir du moment où il y a un plan, ça apporte complètement, justement, ce point-là d'évolution permanente. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que le plan porte en lui une dynamique. Il porte en lui une dynamique qui donne sens. Et c'est ce qui confère à nous tous, finalement, cette dynamique. Sans plan, c'est une espèce d'absurdité. Et toutes les personnes qui parlent justement de plan, c'est une absurdité de la vie. Par exemple, toutes les personnes qui ne reconnaissent pas le fait qu'il y a un plan fondamental, du coup, on ne voit pas du tout pourquoi est-ce qu'on donnerait un rôle spécifique aux humains par rapport aux autres règnes, par rapport aux autres animaux. Donc on nous dit, pour qui se prend l'humain? C'est un animal comme un autre. Donc qui nous fiche la paix, qui vive son truc et puis qui fiche la paix au restant de la planète. Après tout, s'il disparaissait, ce ne serait pas grave. Et c'est aussi bête que de dire, après tout, si le cœur disparaissait de notre corps ou si le foie disparaît de notre corps, c'est pas grave. Ah non, c'est fondamental. On ne peut pas du tout faire sauter un organe d'un organisme. Quand il n'y a pas de plan, quand on ne sait pas à quoi ça sert, pourquoi pas? Mais s'il y a un plan, absolument pas. Donc c'est intéressant de voir que c'est vrai que l'absurdité de notre existence, de la planète Terre, apparaît tant qu'effectivement on n'y voit pas du tout ce plan, donc on ne perçoit pas ce plan. Par contre, quand on le perçoit, ce plan, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est fondamental en nous et qui est très important quand on est vraiment quelquefois en période de crise, c'est la confiance. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est amené par cette histoire de plan. S'il y a un plan, si effectivement c'est normal qu'on soit parti dans cette involution et qu'il y ait l'évolution. Qu'est-ce que c'est que la courbe d'involution et de l'évolution? C'est le déroulé de ce plan. Si on se rend compte qu'effectivement sur la planète Terre en ce moment, tout nous porte à croire qu'on est descendu et que pour l'instant on est dans le bas, donc on a toutes les crises qui correspondent au bas, mais qu'on est en train de remonter et qu'on a toutes les choses positives qui nous montrent qu'on est en train de remonter, mais on a confiance. Mais pas une seconde, on va se dire, mais où on va? Mais c'est épouvantable, mais où va le monde? Mais on sait où il va. Voilà, il va continuer d'évoluer. Il va passer par toutes les crises qui sont nécessaires. Et cette confiance, elle est fondamentale. Vous savez, on en reparlera forcément cette année, parce que c'est un sujet important, que c'est nous, mentalement, qui créons notre monde. Et donc, si on croit d'avance que c'est foutu, qu'il n'y a pas d'avenir, que c'est absurde, peut-être qu'on risque effectivement de tout péter et d'en arriver là. Mais par contre, si on réalise qu'effectivement, il y a un plan et qu'on nourrit cette confiance, même au plus profond de nos crises, mais c'est ça qui va faire avancer les choses. Voilà donc ce premier point important. Pour chérir le monde, il faut vraiment le concevoir dans son intention, à lui, pas à nous. Le deuxième point, c'est que pour chérir le monde, il faut le reconnaître dans sa qualité de réseau solidaire. On a l'habitude de reconnaître naturellement que notre monde fonctionne en interdépendance. Donc ça paraît évident maintenant, la science a montré, tout est interdépendant. Oui, ça c'est un minimum. Mais il faut aller beaucoup plus loin, en disant que nous sommes surtout un ensemble solidaire. Et alors là, il faut vraiment bien préciser aussi les choses, comme on l'a fait tout à l'heure avec le mot monde. Nous, dans notre vocabulaire quotidien, être solidaire, c'est tout simplement un monde d'entraide. Quand on dit on est dans un monde solidaire, on dit c'est un monde dans lequel chacun se donne un coup de main. C'est un monde dans lequel on ne se laisse pas tomber les uns les autres. C'est un monde dans lequel il y a plein d'associations et donc quand on est vraiment dans la difficulté, il y a des mouvements de solidarité et on s'aide, etc. C'est très très bien, je ne suis pas en train de critiquer ça. Simplement, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que nous allons utiliser le mot solidarité ce soir. Pas du tout. Donc ça, il faut bien le retenir, parce que comme on va l'utiliser plusieurs fois, il ne faudrait surtout pas, par habitude, de revenir « Ah oui, on est dans un monde solidaire, c'est-à-dire qu'on se donne un coup de main ». Pas du tout. Ça va beaucoup plus loin, ça remonte à l'étymologie du mot solidaire. Il va partir du mot solido, qui veut dire un entier, un tout. Donc ce qui est un monde solidaire, ça veut dire tout simplement un tout.
un organisme, une globalité, quelque chose qui est absolument indissociable. C'est une globalité considérée comme un ensemble absolument indéfectible. Donc dire que notre monde est solidaire, ça veut dire que vraiment, non seulement il a une interdépendance, mais qu'en plus il a vraiment un but commun qui en fait que c'est totalement indéfectible. Et c'est un concept qui est souvent beaucoup plus abstrait qu'il n'y paraît. Bon, par exemple, si on se contente de dire, comme c'est communément admis, que l'humanité ou que tout ce qui vit sur Terre est en interdépendance. D'accord, on peut le dire. Mais ça n'applique absolument aucune direction. On pourrait tous être en interdépendance et ne pas savoir du tout où on va. Ou même dire que ça va nulle part. On est interdépendant, ça fonctionne comme ça, mais où on va, on n'en sait rien, et puis peut-être qu'on va nulle part. Donc c'est vraiment important de voir que finalement, l'interdépendance n'implique aucune direction, alors que la solidarité implique complètement une direction. Quand on a une vision solidaire, ça veut dire qu'on va percevoir conjointement le tout, l'ensemble, ses parties, la direction et le sens profond. Ce sont ces quatre éléments. Donc le tout, ses parties, la direction et le sens profond que ça a. Par exemple, si on peut prendre un exemple physique, une montre est un objet solidaire. Tout simplement parce qu'on peut le voir à travers ces différents rouages. Naturellement, si on regardait simplement ces rouages, on pourrait dire que oui, ils sont interdépendants, oui, mais pas seulement. Ils sont interdépendants par rapport à un objet qui a vraiment une définition, qui a un but, montrez-leur aux humains. Et donc à partir de là, il y a véritablement un but fondamental. Et donc ça existe tout, c'est tout ça qui est ensemble. Donc c'est vraiment solidaire. Ça, c'est vraiment donc d'un point de vue matériel. Mais d'un point de vue intérieur, pour nous-mêmes, c'est important de voir que nous sommes effectivement tous solidaires d'un monde. Lui-même solidaire d'un système solaire, lui-même solidaire d'une constellation, lui-même solidaire jusqu'à l'infini. Parce que finalement, ce qu'on montre en physique quantique, c'est qu'on ne peut pas arrêter les choses quelque part. Si on commence à dire que tout est absolument solidaire d'un tout, bah c'est un tout. On ne peut pas dire, ah ben oui, mais juste pour ce quartier-là. Ah non, non, c'est à l'autre bout de l'univers, même si on ne sait pas ce que ça représente. Donc c'est fantastique d'arriver à percevoir que justement, il y a cette solidarité totale et que tout ça, ça a véritablement un sens. Que ce soit en conscience, ou que ce soit simplement d'un point de vue physique. Mais toujours en se disant que tout ce qui existe d'un point de vue physique n'émane que de la solidarité, avant tout conscience. C'est le point de départ. Alors c'est vrai que quelquefois on dit qu'il est difficile de remonter à la solidarité, mais parce que c'est impossible de le faire en remontant par la simple addition des organes. Ça ne marche pas. Penser au niveau des organes ne mène absolument pas à la solidarité. Ça nous mène à l'interdépendance. Si on considère simplement la solidarité des organes, ah oui, ça on peut parfaitement concevoir l'interdépendance des organes. Mais ça ne nous mène absolument pas à la solidarité. On ne peut pas remonter comme ça. On ne peut absolument pas deviner, quelqu'un qui n'a jamais vu, on ne peut pas deviner le fonctionnement d'une montre par addition de ses rouages. On ne peut pas savoir à quoi ça sert. On n'a pas la moindre idée. De même qu'on ne peut pas du tout imaginer une forêt simplement dans notre tête en additionnant des arbres. Non, non, ça c'est pas possible. Une fois plus, la phrase qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un tout est toujours beaucoup, beaucoup plus que la simple addition de ces aspects. Et ça, on retrouve véritablement là le mot solidarité, parce que ce beaucoup plus, c'est justement son sens fondamental. Voilà pourquoi remonter à la solidarité, ça exige complètement de changer radicalement notre façon de voir. Ça exige un saut de conscience. Penser en tant qu'ensemble pour découvrir la solidarité fondamentale du système, ça nous oblige véritablement d'oublier notre processus additionnel, nos processus analytiques, même notre processus synthétique qui synthétise progressivement ce qu'on voit pour dire directement, on cherche à concevoir c'est quoi ce tout, c'est quoi cet ensemble. Là, on arrive véritablement à une pensée intuitive, même au-delà du mental. C'est réussir à avoir contact avec ça et à partir de là, comment ça se décline après dans les différents organes, donc après on peut redescendre. C'est là qu'on voit justement donc l'interdépendance, vous voyez, avec la première qualité, avec la notion de plan. Comment finalement dans la solidarité, c'est un tout, c'est interdépendant, c'est complètement interrelié, mais en même temps, c'est complètement en rapport avec une intention fondamentale. Donc nous sommes tous des écosystèmes, mais au sein d'un vaste écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est que même la pensée scientifique, qui au début n'était pas tout à fait dans ce sens-là, a profondément changé. Par exemple, la science, pendant très très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, et Newton, etc., eh bien, la science avait complètement considéré que l'état global d'un système
on pouvait le concevoir uniquement à partir du résultat de l'interaction de ces parties. Et qu'il suffisait d'étudier chaque petite partie pour comprendre comment fonctionnait le système. Et puis la physique quantique est passée par là et a complètement montré que c'est complètement l'inverse, et que le comportement des parties est totalement organisé par le tout. C'est vraiment la démonstration de la solidarité, où le global commande à toutes les parties. D'où justement l'intérêt de connaître l'intention de l'organisme global, puisque nous en sommes un de ces organes, pour comprendre à quoi nous pouvons nous servir. Et ça entraîne des conséquences importantes dans notre monde. Ça veut dire que, par exemple, aucune relation de cause à effet ne peut être isolée de l'univers considéré comme un tout. Ça va très très loin, ça. Alors qu'habituellement, nos relations de cause à effet, elles sont assez limitées dans l'espace et dans le temps. On voit bien que la tendance à fragmenter que l'on a toujours, à ne pas tenir compte justement de l'interconnexion dynamique qu'il y a toujours, ben c'est à l'origine de la plupart de nos problèmes dans notre vie sociale. Par exemple, du point de vue écologique, croire que exploiter le sol de la planète pour extraire le charbon, le pétrole, ou pour faire ceci ou cela, croire qu'on peut le faire et sans que ça puisse affecter du tout l'écosystème, ben on sait maintenant que c'est complètement faux. C'est impossible. Il y a forcément des interactions, même dans ce qu'on ne connaît pas encore, puisque tout est interrelié. Ou bien soigner telle ou telle partie de notre corps, voire même de la remplacer, et que ça puisse avoir aucune conséquence ou très peu sur le reste, mais c'est tout absolument faux. Ça ne marche pas comme ça. Tout a forcément des rapports sur tout. Si vous n'avez pas encore vu le fameux documentaire sur le corps, un réseau social, il se trouve, je crois, encore en podcast sur Arte. Le corps, ce réseau social, c'est sidérant. Là encore, on voyait qu'on avait l'habitude, nous, de dire « Ah bah tel organe a telle fonction, tel autre organe a telle fonction ». On s'aperçoit maintenant que tout est en rapport avec tout, et que toutes les parties concourent au bon fonctionnement du tout, de l'organe, et qu'il y a des interactions dans tous les sens. Parce que tout ça, ça dépend du même plan. Et que ça bouleverse complètement nos schémas de répartition des rôles au sein des organes, et évidemment du point de vue de la maintenance de la santé. C'est complètement bouleversant. Et puis, à un niveau social, juste un exemple, on croit quelquefois que pour traiter les problèmes qu'on peut avoir dans la société, la criminalité, les problèmes de drogue, la misère, le chômage, etc., bah, on a l'habitude, politiquement, économiquement, d'isoler ces problèmes et de dire on va les traiter séparément. Mais c'est peine perdue. Là encore, c'est exactement des organes de la même société. Il faut absolument les voir dans un ensemble et se rendre compte qu'on ne peut absolument pas les isoler. Il faut traiter vraiment la crise globale d'une société, les changements d'une société globale, et pas du tout donc les points un par un, ça sert strictement à rien. Donc on voit bien que la vision holistique, elle est fondamentale parce qu'on travaille tous au bien commun. Donc c'est pour ça que concevoir le réseau solidaire dans lequel nous vivons, c'est vraiment la clé de l'art du vivre ensemble. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'allait pas traiter spécifiquement de l'art du vivre ensemble, mais vous voyez comme finalement, d'une certaine manière, on n'a pas arrêté. Même si on n'en a pas parlé. C'est évident que si on commence à percevoir qu'il y a véritablement un monde, si on voit que véritablement il y a un plan, et que ce plan est un réseau interdépendant, ben c'est évident que ce réseau solidaire, on est forcément à partir de là dans un vivre ensemble harmonieux. Ça en découle totalement automatiquement, sans qu'on ait à plus s'en préoccuper. Abordons maintenant le troisième point. Chérir le monde, c'est reconnaître qu'il est un chantier-école. En effet, le monde est un chantier-école à plein temps, où nous apprenons constamment des leçons, par essais et erreurs. Et donc on y apprend sur le tas à mettre en œuvre les lois fondamentales de la conscience et de la vie. D'abord, on pourrait dire que c'est un chantier parce que nous avons à y construire des structures, des formes de toutes sortes, qui vont devoir laisser passer la qualité d'amour, la qualité d'unité, la lumière, toutes les qualités de l'âme. Donc toutes les structures que nous allons faire, qu'elles soient d'ordre mental, d'ordre émotionnel, affectif, relationnel, physique, toutes ces formes-là doivent à terme laisser complètement passer les grandes qualités de l'âme et les rayonner. Naturellement, sur ce chantier, il y a un plan de chantier, et ce plan se vit selon les qualités de solidarité. Si on regarde maintenant où est-ce qu'on en est, quel est l'état d'avancement du chantier? Pour l'instant, ça nous montre que sur Terre, il y a plein d'étapes différentes. Ça correspond justement aux étapes de l'involution et de l'évolution. Il y a beaucoup d'endroits où le chantier se retrouve à des étapes totalement différentes.
Si on regarde par exemple là où nous en sommes nous actuellement, on pourrait dire que par endroits, nous avons construit des structures politiques, économiques, sociales, environnementales, individuelles, qui révèlent pas, pour l'instant, pas la lumière et pas l'amour de l'âme, mais qui révèlent l'individualisme, qui révèlent complètement l'égoïsme humain. Pour l'instant, on en est là sur le chantier. Mais c'est déjà une belle avancée. Il y a des gens qui n'en sont pas encore du tout là, il y a des gens qui sont encore un petit peu dans les premiers stades du chantier et qui n'ont pas encore réussi à construire véritablement ces structures, donc individuelles, personnelles. Mais ça nous montre aussi que pour arriver à construire des structures plus évolutives, on a encore du boulot. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les formes et les structures du chantier ne sont pas le but. On est bien d'accord là-dessus. Ce sont les moyens de se confronter à la matière dense. Parce qu'en effet, en tant qu'âme, à l'état pur, on vit déjà totalement l'amour. On n'a pas besoin de développer l'amour. Mais le défi, c'est d'arriver à vivre cet amour et à vivre la lumière au contact des matériaux physiques, émotionnels et mentaux les plus denses, et ainsi de les transformer. Donc en fin de compte, lorsque le chantier sera complètement terminé, lorsque toutes les formes révéleront, rayonneront toutes ces qualités fondamentales, le chantier sera terminé, il pourra disparaître, ce sera la fin de la Terre en tant que telle. Mais c'est là où on voit que les formes sont indispensables pour nous révéler l'état du chantier, même si elles ne sont pas le but, et sont un moyen donc fondamental. Alors là, on pourrait se poser la question, est-ce que seules les personnes qui connaissent le plan et qui vivent vraiment un état de solidarité sont en train de travailler sur le chantier? Est-ce qu'il y a qu'elles qui peuvent véritablement travailler sur le chantier? Eh bien non. Tout le monde participe au chantier. D'où justement le deuxième terme que j'ai employé tout à l'heure, c'est un chantier école. Chacun va donc participer selon son évolution, son état de conscience, selon sa classe d'école de conscience, selon son âge de conscience. Prenons quelques exemples pour vous donner une petite idée de ce que ça donne sur le chantier. On pourrait dire que tout d'abord, il y a les maîtres de l'école chantier, ceux qui connaissent remarquablement bien le plan, qui supervisent un petit peu tout ce processus, et qui, sans commander ou imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, cherchent simplement à éduquer tous ceux qui sont à la recherche du plan et d'une efficacité sur le chantier. Et puis, donc, un stade en dessous, il y a tous ceux qui connaissent une partie du plan et qui consacrent plus ou moins de temps dans leur vie donc à sa mise en œuvre sur le chantier. Et puis, il y a ceux qui détruisent les vieilles structures du chantier, qui sont dépassées, qui ne servent plus à rien, et qui font place nette de manière à ce que ceux qui construisent les nouvelles structures puissent le faire. Donc c'est important de voir que ceux qui détruisent ont autant d'importance que ceux qui vont construire. Et puis il y a ceux qui sont à la recherche du plan, ou qui prient pour avoir le plan, ou un contact avec les responsables, mais qui pour l'instant ne sont pas encore très actifs sur le chantier. Mais c'est momentané, ils vont l'être. Et puis il y a ceux qui croient connaître le plan du chantier, et qui mettent en œuvre ce qu'ils croient juste, mais en fait qui correspond complètement en réalité à leurs projections, à leurs désirs, à leurs fantasmes. C'est pas véritablement le plan de mais en tout cas, ils s'activent bien sur le chantier. Bon, c'est une étape. Et puis il y a ceux qui voient qu'il y a un chantier, c'est intéressant ça, très intéressant, mais alors qu'ils ne se sentent pas du tout concernés. Parce que, pourquoi ? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à développer leur propre vie. Mais un jour, à la retraite, peut-être quand ils auront le temps, peut-être des petites incursions sur le chantier. Et puis, il y a surtout la masse des gens, majoritaires, qui ne savent absolument pas qu'ils sont sur un chantier. Aucune conscience du chantier. Encore moins qu'il y ait un plan par rapport à ce chantier, normal. Ils sont donc sur le chantier de leur vie selon leur propre plan, mais en réalité, s'ils sont dans leur petite bulle, dans leur monde, ça ne les empêche pas quand même d'être sur le chantier global. Parce que ça fait partie des apprentissages indispensables sur l'école du chantier. Ils font donc partie de l'école du chantier. Et chacun doit apprendre d'abord dans sa propre vie à fabriquer ses propres outils, puis apprendre à s'en servir, à manier la matière physique, la matière émotionnelle, la matière mentale, de manière à pouvoir à un moment donné dire « ça y est, je suis prêt, j'ai construit mes outils, je sais m'en servir, je sais maintenant ce que représente cette matière, maintenant je vais pouvoir travailler sur le chantier que je commence à percevoir. Et puis quand je commence à m'y intéresser de plus en plus, ça y est, un jour j'affirme ça, je suis sur le chantier et j'y participe. » Tout ça, ce sont vraiment des stades de l'école du chantier. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut arriver à se rendre compte que tout ça, c'est véritablement utile
et qu'il n'y a pas du tout de stade en dehors de ce chantier. Chacun y est d'une manière ou d'une autre parce que c'est un chantier école. Le but, c'est véritablement d'y apprendre. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc il faut qu'on reconnaisse cette puissance créatrice, commune, solidaire de l'humanité en œuvre sur ce chantier. Mais comme c'est une école, évidemment, tout ne fonctionne pas du premier coup. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun apprend sur le tas. Donc il y a des ratés, il y a des réussites. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers ça, tout le monde apprend à croître en conscience. Et toujours dans la solidarité. Il n'y a donc pas de bien et de mal. Il n'y a que de l'apprentissage. Et dans une responsabilité d'ensemble. Quand je dis il y a de la solidarité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'entraide. C'est qu'on est solidaire, on est un tout indissociable. Donc tout ce qui se passe sur ce chantier doit être reconnu comme faisant partie de leçons collectives. Et non pas de leçons pour telle ou telle personne. On ne peut pas dire, ils ont fait des bêtises, ça leur apprendra. Bon, voilà. Non, 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 ça ne leur apprendra pas. Ça nous apprendra à tous. Parce que c'est à nous tous, dans un monde solidaire, que finalement toute leçon, quelle qu'elle soit, doit pouvoir profiter. Donc ça, c'est vraiment important. Sur le chantier, vous voyez qu'il y a à la fois un apprentissage individuel, et puis il y a un apprentissage collectif. Parce que je vois que chacun d'entre nous, on a vraiment des choses à apprendre. Mais en même temps, comme on voyait tout à l'heure, comme on vit dans plusieurs mondes, on vit dans un monde social, on vit dans un monde qui est une génération, on vit par exemple aussi dans un pays, et finalement à chaque fois, il y a des équipes. Par exemple, il y a des générations qui à un moment donné s'investissent dans le monde et qui apportent tel ou tel apport. Et puis cette génération va se mettre en retrait, d'autres générations remplacent, et chaque génération, comme une équipe, comme un chantier sur lequel on ferait les 3-8, il y a toujours des générations qui viennent et qui apportent quelque chose de nouveau. Il y a aussi des groupes nationaux. Par exemple, comme il pourrait y avoir des électriciens, il pourrait y avoir des charpentiers, il y a des Français, il y a des Suisses, il y a des Japonais, il y a des Indiens, et chacun, finalement, amène quelque chose. C'est un peu presque comme des corps de métier. Et donc là aussi, on apprend aussi par rapport à cela. Et c'est donc d'une richesse extraordinaire de voir qu'on apprend chacun individuellement, on apporte chacun individuellement, on apprend chacun en tant que groupe, et on apporte en même temps chacun en tant que groupe, parce qu'on fait partie donc de tous ces mondes à la fois. Donc c'est pour ça que pour chérir le monde, à travers toutes les difficultés que parfois nous connaissons, il est fondamental de le reconnaître comme un chantier école sur lequel nous séjournons tous. Là aussi, ça donne beaucoup, comme on l'a vu tout à l'heure, ça donne beaucoup de confiance, ça donne beaucoup de compréhension de le voir comme ça. Et puis il y a d'autres choses, justement, si on creuse un peu cette histoire de chantier école, qui est important. En effet, lorsque nous sommes en situation d'apprentissage, il y a généralement quelqu'un pour nous faire des retours, pour nous faire des remarques, des feedbacks sur ce que nous avons fait. Quelqu'un qui va nous dire, non, c'est pas comme ça, non, là, tu t'y es mal pris. Là, bon, c'est une des grandes méthodes d'apprentissage. Maintenant, justement, sur l'école chantier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous dire, non, c'est pas ça, là, tu t'es trompé? Non, non. Ah non, il n'y a personne qui nous dit quoi que ce soit. Et pourtant, la méthode d'apprentissage, elle est bien présente, elle s'appelle le karma. Le karma. C'est la grande méthode d'apprentissage sur le chantier école. Puisque personne ne nous fait des remarques et n'est là pour nous faire des remarques sur le chantier, eh bien la règle c'est l'auto-éducation. Et donc l'auto-éducation, ça veut dire qu'il va falloir que régulièrement on se confronte nous-mêmes à nos propres réalisations, à nos réussites, à nos échecs, et en profiter pour progresser et comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et le refaire. Mais on ne le fait pas par des explications que nous donne quelqu'un, non, non, en revivant simplement la situation, en la comprenant autrement. Et du coup, en y répondant totalement différemment. C'est pour ça que c'est important de voir qu'un karma, oui, c'est pas du tout un châtiment. Quelquefois, on a tendance un petit peu à voir ça, comme si on voyait d'ailleurs un châtiment qui serait donné par quelqu'un. Quand on parle de retour karmique, c'est toujours un peu effroyable. Non, non, le karma, c'est ce qu'on appelle aussi la loi de cause à effet, si on veut parler un petit peu plus scientifique. C'est la loi de cause à effet, ou bien la loi d'action-réaction. Ce n'est donc que le résultat de nos réussites ou de nos erreurs momentanées. Donc ce n'est pas non plus une mémoire qui serait stockée quelque part. Parce que, où est stockée la mémoire? On a vu l'expérience tout à l'heure. Dans un monde de réseau, où sont stockées les mémoires de nos téléphones, de nos ordinateurs? Est-ce qu'il y a des endroits, des lobes? Non, non, ça c'est terminé. Maintenant, on est vraiment dans des systèmes d'interaction, de circulation d'énergie. On s'aperçoit que finalement, tout maintenant est stocké dans des circulations d'énergie, dans des réseaux, et que ça circule tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que toutes les
toutes ces lois d'interaction, toutes ces lois de karma, c'est tout simplement quelque chose qui fonctionne dans ce qu'on appelle en physique des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que c'est une solidarité interconnectée. On peut dire que là aussi, le karma, c'est une forme d'hologramme. C'est-à-dire que finalement, chaque petite partie comprend aussi les leçons, comprend donc les avantages et les inconvénients de tout ce que l'on fait, et qu'à un moment donné, par ces boucles de rétroaction, c'est quelque chose qui nous est représenté. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi c'est pas immédiat? Pourquoi on dit justement que l'avantage du karma, c'est quelque chose qui a un effet retard? On comprendrait facilement. Si justement, dans un effet feedback, dans une situation d'apprentissage, il y avait un professeur qui nous disait « c'est pas ça, recommence », sans nous en dire plus. On recommencerait. « Non, non, c'est pas ça, recommence. » Allez, recommence. Au bout d'un certain temps, comme il ne nous donne aucune explication et qu'on recommence forcément la même chose, puisqu'on n'a pas développé d'autres moyens, ça n'irait pas. Donc imaginez un karma immédiat qui nous remettrait sans arrêt dans les mêmes situations, on recommencerait tout le temps, on n'apprendrait rien. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est pour ça que finalement, ce qui va être intéressant, c'est si le prof nous dit « Bon, ça n'a pas marché, ok, bon, on laisse tomber ça momentanément. On va développer autre chose, on va faire d'autres exercices. On va développer ça, on va développer ça, tiens, tu vas faire ceci. » Apparemment, rien à voir avec les situations du karma. Et puis tu vas faire ça. Et on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure qu'on développe ces différentes choses, on va réussir à développer certaines qualités dont on ne perçoit pas forcément dans un premier degré qu'elles ont un rapport avec les situations qu'on a loupées, mais dans un deuxième temps, on va s'apercevoir que comme si le prof nous disait « Bon, maintenant c'est bon, maintenant tu as développé des savoir-faire, tu t'es demandé un peu pourquoi, maintenant tiens, la situation se représente, eh ben oui, maintenant j'ai compris pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai mal fait, et surtout j'ai les moyens maintenant d'y répondre complètement autrement. » Le karma, vous voyez, c'est ce prof intelligent. Le karma, c'est ce processus finalement d'apprentissage qui fait que finalement à travers ça, on va développer d'autres choses pendant un certain temps qui, à un moment donné où la boucle nous représente finalement la même histoire, et ben c'est quelque chose auquel on est prêt. À la limite, c'est même nous qui appelons à un moment donné tel ou tel processus parce qu'on dit « Ok, maintenant je suis prêt ». Tout ceci est momentanément inconscient, bien que dans l'avenir, on pourra certainement le faire beaucoup plus consciemment. Je crois que maintenant je suis prêt à se reconfronter à cette situation parce que j'ai développé certaines choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film Karate Kid, un très très vieux film, dans lequel il y a un maître de karaté qui enseigne à un petit gamin qui veut absolument apprendre le karaté. Et alors le maître, il a une maison, il va prendre le gamin chez lui, et tout ce qu'il va lui demander, c'est de repeindre sa palissade. Une immense palissade. Mais avec certains gestes bien précis. Donc pour la première couche, il fait uniquement comme ça. Défense de faire un autre geste. Pour la deuxième couche, uniquement comme ça. Et ainsi de suite. Et le gamin, il n'en peut plus, il dit « Mais quand est-ce qu'on commence le karaté ?» Quand tu auras fini la deuxième couche, puis la troisième, puis la quatrième. À un moment donné, le gamin, il craque, il dit non, c'est fini. Ça va m'utiliser comme ça, parce que je vais apprendre le karaté, ça va bien. Et là, le maître lui dit non, non, tu n'as pas arrêté d'apprendre le karaté. Tu t'es musclé sur certains gestes fondamentaux. Quand tu fais ça, c'est comme ça que tu vas finalement arrêter les coups. Et il lui montre que tous les gestes qu'il a fait, qui apparemment ne servait à rien, c'est maintenant, il est complètement prêt pour les mettre simplement en œuvre dans le karaté. Et le gamin, il est ébahi, et nous aussi, parce qu'on forcément, on ne l'a pas forcément vu dans le film, on se demandait à quoi il jouait. Et vous voyez, c'est un petit peu ça le karma. C'est intéressant de voir qu'on est quelquefois mis en demeure de travailler d'autres choses qui semblent ne rien avoir à faire, et qu'on dit mais ça sert à rien, et qui pourtant, à un moment donné, le moment venu, c'est vraiment quelque chose qui nous apprend des leçons, et qui fait qu'on a véritablement donc le moyen de le faire. On a échoué quelque part, pas de problème. On va développer des qualités, puis quand on est prêt, on peut véritablement voir ce qui se passe et on le met en œuvre. Alors c'est pour ça que quand on dit quelquefois que le karma est positif, c'est qu'on se retrouve en présence justement de ces qualités qu'on a développées à un moment donné. Et puis quand on dit qu'il est négatif, c'est qu'on se retrouve en présence d'erreurs à comprendre et à corriger. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, si on se retrouve en face d'erreurs à corriger, d'un karma dit négatif, c'est qu'on a développé par ailleurs les moyens de pouvoir y répondre. On peut vraiment le surmonter. Donc c'est intéressant de voir qu'en résolvant certaines conséquences karmiques négatives, grâce aux conséquences karmiques positives, un peu plus chaque jour, il advient de plus justes relations entre nous. Et une fois de plus en plus chaque jour, en traitant cela, même quelquefois d'une manière totalement inconsciente, on développe l'art du vivre ensemble, forcément. Là aussi, c'est intéressant de voir que certaines leçons du karma,
nous concernent individuellement dans notre apprentissage sur le chantier, puis comme on l'a vu tout à l'heure, d'autres leçons du karma sont en rapport complètement avec notre classe d'âge de conscience au sein de l'école. Parce que quand on est en conscience individuelle, nous, effectivement, on fait beaucoup d'erreurs dues à l'affirmation égoïste de notre être. Lorsqu'on développe le cœur, certaines situations nous sont représentées pour pouvoir les vivre autrement. On comprend où était l'erreur et surtout, donc, on la corrige. Mais il y a d'autres leçons qui nous concernent collectivement. Par exemple, en tant que membre d'un groupe humain à un moment donné, c'est au sein de ce même groupe que certaines situations nous sont représentées. Par exemple, dans l'histoire, nous avons pu faire partie d'un monde chrétien qui, il y a quelques siècles, n'a pas forcément eu de bonnes relations avec le monde musulman. Il est possible donc qu'à un moment donné, on se retrouve dans ce même groupe à devoir se confronter à des conséquences karmiques. Et c'est même pas la peine de dire « Ah oui, mais c'était pas moi, d'ailleurs moi j'y étais pas, bon, j'en sais rien, puis moi je voulais pas ». C'est global, on est solidaire. C'est en tant que groupe humain à un moment donné, avec certaines caractéristiques. De même que si on a fait partie à un moment donné d'un certain groupe qui n'a pas toujours eu des relations justes par rapport au colonialisme, par rapport à un impérialisme économique, on va se retrouver aussi à un moment donné, après avoir développé les qualités de cœur nécessaires, à devoir traiter ça en tant que groupe, pas en tant qu'individu. C'est la solidarité du système qui nous montre pourquoi c'est toujours en tant que groupe qu'on va le traiter, même si apparemment on s'imagine que soit on est innocent. Non, 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 c'est en tant qu'ensemble qu'il faut qu'on traite ça. C'est pas simplement en comprenant naturellement l'erreur qu'on a fait, mais c'est surtout en les rectifiant concrètement. C'est comme ça qu'on apprend l'art du vivre ensemble. Comprendre, c'est une chose, mais c'est vraiment donc en les faisant qu'on change les choses. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons commencé ce thème, chérir le monde et servir la vie. Vous avez pu vous en apercevoir essentiellement en parlant de chérir le monde. On n'a pas vu servir la vie. Ça tombe bien, ça sera l'objet de notre deuxième partie, donc le mois prochain, où nous inciterons particulièrement justement sur ce mot-là. Et donc on a vu que pour chérir le monde, et justement arriver à vivre ensemble, il faut vraiment reconnaître le monde tel qu'il est, et c'est pour ça qu'on a mis en évidence ces 3 points essentiels. Les caractéristiques fondamentales du monde, qui sont justement son but, son intention fondamentale, le réseau solidaire, et le fait que c'est un chantier école, sur lequel on intervient en permanence. En fait, ce sont les 3 bases fondamentales qu'on a vues aujourd'hui, et avec lesquelles nous allons travailler cette année. On aura certainement l'occasion d'y revenir ou d'y faire allusion régulièrement. Donc là, on les a détaillées, on les a spécifiées, mais comme vous avez vu, elles ne sont évidemment pas séparées. En fait, il est impossible d'évoquer une de ces 3 caractéristiques sans évoquer les 2 autres. Et puis ce sont aussi donc les 3 bases essentielles du vivre ensemble qui découlent de l'application progressive donc de ces 3 qualités du monde. Eh bien, je vous propose une méditation sur ces qualités. Après avoir pris contact en imagination, les uns avec les autres, avec tout le groupe que nous sommes ce soir, pour bien réaliser que nous sommes effectivement donc un ensemble, nous cherchons à remonter sur l'âme que nous sommes. Au-delà du crâne, mais toujours en nous, au-dessus de la tête, nous cherchons ce point de clarté, ce point d'amour qui est l'âme. Et nous cherchons à le devenir. Et comme l'âme est un hologramme, nous allons y retrouver les 3 aspects du tout dont nous avons parlé ce soir. Au sein de ce que nous sommes essentiellement, cherchons à percevoir l'idée d'un plan, d'un but,
pour ce monde dans lequel nous sommes. Comment est-ce que nous approchons cette idée? Comment est-ce que nous la vivons? Nous cherchons vraiment à aller au-delà de nos définitions habituelles. Nous cherchons à sentir plus haut, à intuiter quelque chose d'autre. Et puis nous pouvons chercher à percevoir les conséquences de ce contact avec une intention fondamentale sur notre vie à tous. Tout ce que cela implique. Et puis nous cherchons à présent à percevoir la qualité de réseau solidaire. Le monde dans lequel nous sommes est un tout, un entier. Un monde solidaire en réseau. Si on ne peut rien couper, rien séparer, quelles sont les implications dans notre vie?
Et puis nous cherchons à aborder l'idée de chantier-école. Comment nous situons-nous sur ce chantier-école ? Quel est notre prochain pas à franchir ? Ce soir, nous avons vu les 3 qualités, mais dans la méditation de ce mois-ci, il peut être intéressant de faire une seule qualité à la fois, de manière à pouvoir approfondir. En insistant sur les spires, nous laissons passer à travers nous et à travers le réseau tout ce que nous avons pu connecter inconsciemment. Puisqu'il faut toujours se souvenir que nous ne méditons pas pour nous, mais pour apporter quelque chose au chantier et à tous. Bien, ok. Eh bien, merci à tous de votre présence. Frédéric et moi, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et on espère se retrouver en présentiel l'année prochaine, certainement. À très bientôt. 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 À très bientôt.